Extrait de Carnet de route d'un tueur. 15 années passées à errer sur la planète Terre de contrat en contrat. Une bonne dizaine de victimes de nationalités différentes figuraient à mon palmarès. Non, je n'avais jamais voyagé en tourisme, mais plutôt en fugitif, avec un impératif, me faire oublier ailleurs, après mon forfait accompli. Une vie dans les palaces et les hôtels sous de fausses identités, jamais à l'abri d'un mandat d'arrêt international. La plupart du temps en toute impunité, protégé par des hommes de pouvoir corrompus ou influents, parfois dans un pays sans foi ni loi. Le milieu en pays francophone me respectait, ma réputation parlait pour moi. Une seule fois seulement je me souviens avoir eu des remords. En principe, je ne refroidissais que des crapules, sans une once de morale ou d'éthique. Là, la cible était différente. Pas un homme, comme toujours, mais une femme. Une très belle femme. Qu'est-ce que cela pouvait changer? Tout. Même si elle n'était pas une sainte, mais plutôt une diablesse. Je l'attendais chez elle dans un quartier chic de Madrid. C'était une grande rousse avec des formes parfaites et des lèvres pulpeuses. Elle était habillée d'une robe courrège très courte, d'un blanc très pur. Ses bottes étaient blanches aussi. Dissimulées derrière les doubles rideaux épais du salon, j'ai surgi comme un diable de sa boîte, puis j'ai tiré dans la tête sans réfléchir. Elle s'est écroulée sur la table basse, et le rouge a coulé sur sa robe immaculée. C'était beau comme un tableau. Je suis reparti par la fenêtre, et tout de suite, en m'enfuyant, je me suis dit que c'était affreux. Je suis rentré à l'hôtel, et j'ai vomi. J'ai voulu tout arrêter, mais il était trop tard. J'étais arrivé à Montréal en mars, et il faisait encore très froid. Pour cette fois, j'avais loué un petit appartement à 2 pas du parc du Mont-Royal. Je devais m'y terrer et attendre mon heure pour agir. La cible était un avocat marron qui avait omis de rendre une coquette somme d'argent à des gens dénués de tout sens de l'humour. En général, je n'avais que peu de renseignements fournis par mon commanditaire sur ma cible. Je devais prendre quelques précautions avant d'accepter le contrat. Je vérifiais au préalable qu'il ne s'agissait ni d'une personne mêlée à la politique, ni d'une personne liée aux trafics mafieux internationaux, et encore moins aux services secrets ou aux services de police. Je ne m'engageais que sur des contrats qui paraissaient clairs. Je me basais sur mon expérience et aussi sur mon intuition. Je menais une enquête de routine avant toute acceptation. Et là, j'avais eu un doute. L'avocat semblait entretenir une relation sexuelle avec une femme haut placée du SPVM, la police de Montréal. Après vérification de cette information capitale pour moi, je refusai la proposition de contrat. Dans ce job, il ne suffisait pas d'être une bonne gâchette et d'avoir du sang-froid. Il fallait aussi ne pas avoir peur d'être paranoïaque. Cette méfiance excessive m'avait souvent sauvé la mise. Et pourtant, pour mon ultime contrat à Bruxelles, je passais outre au respect de ces règles de prudence élémentaires. Je devais impérativement rembourser des dettes contractées auprès de gens peu recommandables. J'acceptais donc un contrat dans l'urgence et sans vérification. Je peux maintenant me pardonner cette grave erreur qui m'a permis de rencontrer la femme de ma vie. L'avion gros porteur se posa sur l'aérodrome de Cayenne. Lorsque je sortis de la carlingue, j'eus du mal à trouver ma respiration, tellement l'air était chaud et chargé d'humidité. Je dus attendre 2 bonnes heures dans l'aérogare avant de prendre un coucou qui devait me mener jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, et de là partir en pirogue sur le fleuve Maroni, qui fait frontière avec la Guyane néerlandaise, puis sur le Rio Lava à destination de Grand-Santi. Là, je louai une case sous une fausse identité. Ma cible vivait dans une bicoque de bois et de tôle sur l'autre rive de la rivière. Il la traversait 2 fois par semaine pour venir s'approvisionner, boire des coups à l'épicerie-café et parfois visiter une prostituée. Je devais intervenir précisément à un de ces moments. L'homme âgé de 70 ans était un citoyen français qui était venu se terrer en Guyane néerlandaise. Il avait été un collaborateur notoire et un milicien très violent, qui avait commis de nombreuses exactions et tortures. Il avait surtout plusieurs exécutions sommaires à son palmarès. Cette ordure avait échappé miraculeusement à l'épuration, à la libération d'Albi, en août 1944, grâce à un passeur payé par l'argent confisqué lors d'arrestations arbitraires. Il s'était enfui en Amérique latine via un passage par l'Espagne franquiste. Il avait vécu au Venezuela, puis au Brésil, avant d'échouer ici. Manque de chance pour lui, en France, un industriel tarnais n'arrivait pas à oublier que l'affreux tortionnaire avait froidement exécuté son père devant ses yeux d'enfant en novembre 1943.
L'homme faisait des cauchemars depuis cette époque, il n'arrivait pas à être résilient, et il en vint à penser que la vengeance fut le meilleur remède à son obsession. Il avait donc commandité son élimination par l'intermédiaire d'un de ses amis, qui avait des accointances dans le milieu parisien. Je dus attendre 3 jours après mon arrivée que ma cible traversa la rivière. Je le reconnus grâce à une photo. Il passa la soirée à boire à l'épicerie. J'attendais tranquillement son retour assis au bord du rio Lava. Je le vis revenir en zigzagant vers sa pirogue, visiblement bien éméchée, dans un état conforme à mon plan. La nuit allait s'abattre sur Grand-Santi. Je planquais maintenant en dessous d'un ponton. J'avais préparé mon fusil à lunettes et le silencieux. On entendait le cri mélancolique d'un toucan gros-bec. L'homme s'assit tant bien que mal dans son embarcation. Il démarra difficilement son moteur. Plus personne ne naviguait sur la rivière à cette heure. La pirogue s'éloigna. Le jour déclinait rapidement. Je devais encore bénéficier d'une lumière suffisante dans ma visée. J'attendais qu'il arrivât au milieu de la rivière. Tirai un coup fatal juste au-dessous de son chapeau. L'homme s'affala vers l'avant, puis sur sa droite. Il fit gîter la pirogue et tomba à l'eau. Le chapeau flottait non loin de lui. Je n'ai jamais su si le commanditaire dormait mieux depuis. J'adoptais toujours la même méthode pour l'exécution de mes contrats. Une balle dans la tête tirée avec précision. Un seul coup devait être fatal et létal. Je ne laissais pas à mes victimes la possibilité de se rendre compte de la situation. Elles ne devaient pas souffrir. Enfin, c'est ce que je m'imaginais. Je m'entraînais énormément. On peut dire que j'étais un maniaque qui aimait le travail bien fait. J'étais terriblement minutieux car je ne voulais pas déroger à la règle de la balle unique et à la mort sans agonie. Un orfèvre du crime en quelque sorte, j'utilisais tout type d'armes à feu en fonction de la distance, de la précision et du contexte. Je les achetais dans les pays où j'exécutais mon contrat, puis je m'en débarrassais immédiatement après. J'avais toujours sur moi une arme personnelle très officiellement achetée, avec un port d'armes à jour. Elle me servait de couverture. À chaque visite de maître Carédas, Joricho lui remettait des feuillets. Edmond les rangeait dans un dossier d'archives qu'elle mettait au coffre de sa banque. Elle avait promis à Joricho de ne pas les lire avant sa sortie de prison. Il commença aussi à écrire des poèmes assez sombres. L'homme dort par terre, dîne là sans couvert, transit sous le ciel gris, lit de béton sans abri. La misère sous le soleil, ça le brûle pareil, et les regards lui font une prison sans maton. Voici un homme à terre, un homme sur la terre, un Dieu qui a chuté dans la société. L'homme fait un cauchemar, un manque sur le trottoir. Il crie le démuni, fait des sauts de cabri, puis chope sa bouteille, SOS et réveille. Ça le calme un moment, l'alcool qui rend dément. Voici un homme à terre, un homme sur la terre, un défi à relever pour la société. L'homme pisse un ruisseau d'ambre dans le caniveau pot de chambre, quand les passants se rient de l'homme rat qui croupit, délaissé et sans lien. Sur ciment, lit de chien, il crèvera tout seul là, quand Dieu le délivrera. Joricho se mit en quête de comprendre pourquoi il avait failli exécuter un enfant avec un manque total de compassion et d'humanité. N'était-il qu'un monstre froid et insensible? D'où pouvait venir cette cruelle indifférence pour ses victimes? Ces interrogations le ramenaient toujours à sa propre enfance. L'injustice avait été trop forte pour l'admettre et le supporter. Pour se protéger, son cœur s'était fossilisé au fil du temps. La pendule vitale des sentiments et des émotions s'était arrêtée en son adolescence. Edmond l'avait réveillée. Elle avait éveillé son désir de vivre pour aimer. Elle lui avait instillé le souffle de l'amour qui le faisait revenir chaque jour un peu plus dans le monde sensible des vivants. Toutes les théories psychanalytiques, tous les pansements thérapeutiques n'auraient pas été suffisants dans son cas. Sa résilience passait par l'amour. Apprendre à s'aimer soi-même avant tout, et puis aimer un autre être, aimer la nature, aimer Dieu, aimer l'univers, aimer la vie, aimer ce que procure l'amour même. Il ressentait profondément que la recherche de l'amour universel le rendrait heureux.